Bonjour tout le monde, membres et étudiants et chers étudiants de l'Alliance française. C'est un plaisir pour nous d'avoir Luc Delambre, mais c'est un honneur aussi, puisque dans l'assistance aujourd'hui, nous avons Monsieur l'ambassadeur Philippe Etienne, que je salue tout de suite aujourd'hui, et avec sa femme, Madame Etienne. Donc, nous sommes vraiment très honorés de vous avoir. Et nous avons aussi, elle ne parlera pas, la co-auteure du livre, qui n'est autre que la maman de Monsieur Luc Delambre, Madame Edmé Delambre, qui est là aujourd'hui. Ainsi que sa sœur Marielle qui écoute aussi donc depuis la France. Nous avons des personnes qui écoutent depuis la France et puis certains d'entre vous sont peut-être dans d'autres parties du monde d'ailleurs. Donc, je vais vous présenter Monsieur Delambre, qui a écrit donc un ouvrage ambitieux qui est le résultat d'un projet collectif de grande ampleur qui a nécessité de longues années de travail réparties sur plusieurs générations familiales. La source principale de l'ensemble est une correspondance exceptionnelle, précieusement archivée par la famille, qui a été intégralement retranscrite et analysée pour la mettre en lien avec les événements de l'époque. Descendant de la famille Brognard, Luc Delambre et sa mère Edmé Delambre ont exploité ce riche matériau familial et l'ont complété de multiples documents et souvenirs laissés par les personnages historiques de la période. Cela leur a permis de reconstituer une grande fresque américaine couvrant les 5 premières années du XIXe siècle, fourmillante de vie, tout en visant de la rendre accessible et disponible au plus grand nombre. Et je ne peux que vous encourager à acheter le livre de Luc Delambre et à le lire parce qu'il est vraiment, vraiment fascinant. Voilà. Et donc, le floor is yours, comme on dit en anglais, Monsieur Delambre. Merci infiniment. Et quelle introduction. Je suis très, très honoré d'être avec vous et très heureux aussi, puisque les circonstances ont fait que la possibilité de venir aux États-Unis a été quand même assez maigre ces dernières années et que ça fait bien longtemps qu'on avait envie d'avoir l'opportunité de présenter ce livre dans un contexte américain. Et donc, merci à l'Alliance française d'avoir rendu cela possible. On est très heureux de pouvoir initier cette discussion avec vous. Alors, on va pouvoir commencer, je pense, à projeter. Je vais entamer la présentation. Donc, c'est effectivement l'histoire d'un livre et qui est une très longue histoire et qui vient en fait de cette période étonnante de l'histoire française qui se situe ici vraiment dans 5 années très précises, 1801-1805. Mais en réalité, tout cela vient d'un corpus extraordinaire qui ont été laissés par plusieurs familles liées les unes aux autres, en particulier par des mariages, et qui nous ont laissé, vous pouvez passer à la page suivante, qui nous ont laissé un ensemble de lettres, de courriers extrêmement larges, dont la plupart n'ont pas été publiés, c'est un contenu extrêmement dense, et qui permet de retracer à la fois la vie quotidienne de tous ces gens, mais en même temps leur participation parfois assez conséquente au fil de l'histoire, avec un grand H. Et c'était l'épisode, probablement un des épisodes les plus frappants, celui-ci qui était connu par les différents descendants de cette famille, mais jamais analysé avec autant de précision. Et en tout cas, on s'est surtout efforcé d'en faire une synthèse de façon à pouvoir la partager au plus grand nombre. Cette correspondance, elle se mélange aussi avec un ensemble de journaux intimes, ce qui est évidemment extrêmement précieux quand on veut savoir ce qui se passe précisément dans l'esprit des gens. Donc, on en a gardé un certain nombre qui eux-mêmes, parfois, d'ailleurs, ont quitté la famille pour être archivés dans des bibliothèques publiques, et des tableaux et des sculptures. Alors, je vais vous présenter cette famille. Si on peut passer à la page d'après, c'est surtout la famille Brognard. Alors, le nom de Brognard, il y a les gens qui regardent koh qui connaissent bien ce nom-là, mais il y a aussi ceux qui connaissent Paris et qui savent que Brognard est un architecte de Paris et il a le palais Brognard, qui est le palais de la Bourse à Paris, qui garde son nom. Il a notamment aussi dessiné le plan du Père-Lachaise, du cimetière du Père-Lachaise. C'est quelqu'un d'assez particulier qui est très inscrit dans son époque et qui notamment gravite du fait de son activité avec un milieu artistique extrêmement fécond de l'époque, et tous ses amis sont les plus grands artistes de son temps. Et son épouse Louise, que vous voyez ici, a une personnalité très forte qu'on retrouve et qui a une écriture absolument extraordinaire, d'une vivacité et d'une fraîcheur encore palpable aujourd'hui. Ils ont 3 enfants, on peut passer à la page d'après.
Alexandre, Louise et Émilie. C'est Émilie dont on va parler beaucoup aujourd'hui. Je vous ai présenté ces deux bustes absolument charmants de Houdon qui représentent Alexandre et Louise, qui ont été reproduits des multiples fois. Et vous en avez ici une version en marbre qui est à Washington. Et c'est pour ça que je vous la présente, c'est que si vous voulez aller la voir, elle est à la National Gallery of Art à Washington et vous pourrez voir le grand frère et la grande sœur d'Émilie dans leur enfance. Et vous avez ce très joli portrait, ce très joli buste par Coinon qui est au Louvre. Alors, on a beaucoup de portraits d'Émilie. Vous les envoyez ici, un certain nombre. Donc, quand elle est tout enfant avec ce buste, il y a un portrait magnifique qui est à la National Gallery à Londres, où elle est représentée par Madame Vigée-Lebrun. Vous avez ce tableau de Gérard qui a vraiment lancé la carrière de Gérard. Donc, Gérard, c'est le grand portraitiste de l'Empire qui a été présenté au Salon. Il y a deux versions de ce tableau. C'est celle que je vous présente, c'est celle qui est aux États-Unis aujourd'hui à la Yale University. Et vous avez ce tableau à droite de Riesner, qui est aujourd'hui fait partie des collections des princes du Liechtenstein et qui est un tableau très charmant et surtout qui représente, à mon sens, de façon la plus fine l'essence de ce que pouvait être cette famille, c'est-à-dire vous voyez ces deux cousines, Émilie est assise, elle a une cousine qui est debout, qui s'enlace, donc on voit toute la proximité et toute la tendresse qui les lie les unes aux autres, et vous voyez cette cousine qui lit une lettre. Et voilà, ces gens ont passé leur vie à s'écrire et à écrire des journaux. Et on voit ici à quel point c'était important dans leur existence. Donc, pour aller, si vous pouvez passer à la page suivante, on va aller vite passer sur le deuxième grand protagoniste de cette histoire, qui est le mari d'Émilie. Alors lui, étonnamment, on n'a aucun portrait de lui. C'est vraiment, les femmes étaient à l'honneur, on peut dire, dans les représentations picturales. En tout cas, il a certainement été portraituré, mais aucun tableau n'a été conservé, ou s'il y en a, on ne sait probablement plus que c'est lui. Et donc, je ne peux pas vous présenter son visage, donc je vous laisse faire l'effort d'imagination. Il aura le visage que vous voulez lui donner. C'est un jeune homme qui, lui, évolue dans un contexte complètement différent. Il est fils de cordonnier de Nantes, donc d'une famille assez modeste. Il a eu la chance d'être protégé par une religieuse qui a financé ses études et c'est un petit garçon très brillant et qui a fait qu'il a pu finir ses études à Louis-le-Grand à Paris en philo et qu'il est parti ensuite sur le continent nord-américain immédiatement pour être instituteur à Saint-Domingue. Et de fil en aiguille, très tôt, il était très jeune, de façon assez accidentelle d'ailleurs, il a travaillé à la légation de Philadelphie comme secrétaire et en rentrant en France, il a pu travailler, trouver un poste au ministère des Affaires étrangères. Et de fil en aiguille, on y reviendra tout à l'heure, il est nommé commissaire général, c'est-à-dire consul de France aux États-Unis. On reviendra exactement sur les circonstances qui créent ça. Et en plus de ce poste-là, qui lui est vraiment réservé, il est nommé chargé d'affaires en attendant la nomination d'un ambassadeur. Et donc, il cumule les deux postes, et de consul et d'ambassadeur. Et en réalité, il n'y aura pas d'autre ambassadeur pendant toute la période, c'est-à-dire jusqu'en 1805, quand il s'en va, c'est la première fois qu'un ambassadeur le remplace. Donc, il va avoir les deux postes pendant toute la période. Toujours est-il qu'il est nommé en octobre 1800 et il doit partir avant la fin de l'année, donc il a 2 mois devant lui et il décide de se marier. Donc, en 2 mois, il doit conclure une affaire assez importante pour sa vie, qui est celle de trouver une épouse. Et il entend parler d'Émilie Brognard, il la croise de façon plus ou moins fabriquée, en tout cas, pour elle, c'est un accident. Il la croise dans l'escalier de l'immeuble familial. Elle en tombe éperdument amoureuse, c'est vraiment un coup de foudre, et elle veut absolument se marier avec lui. En revanche, lui est un peu hésitant, notamment parce qu'elle est peintre et qu'il trouve que c'est une profession qui ne sied pas tout à fait à une femme d'ambassadeur. Donc, il lui demande d'arrêter de peindre, elle l'accepte par amour pour lui, puis tout en étant assez convaincue qu'elle saura lui faire changer d'avis. Et donc, ils se marient. La famille est assez consternée de voir cette petite chouchoute qui était Émilie se marier aussi vite, se précipiter aussi dans un monde tout à fait inconnu qui sont les États-Unis. Et donc, ils sont un peu perplexes de voir ce mariage se faire de façon aussi rapide, avec un inconnu certes charmant et plein de promesses, mais vraiment un inconnu qu'elle ne connaissait pas 10 jours plus tôt. En tout cas, le mariage se fait et ils partent. Les séparations sont évidemment douloureuses, mais elles ont lieu.
et ils embarquent à Lorient ils vont partir pour les États-Unis. Alors, je vais faire juste un petit arrêt sur qu'est-ce que c'est que la France en 1800. La France en 1800, on vient de passer 10 ans de Révolution française, donc je n'ai pas besoin de revenir là-dessus, mais c'est quand même une période extrêmement instable. Beaucoup de troubles à la fois en interne et en externe, c'est-à-dire autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, beaucoup de guerres, donc une lassitude de la population à ne pas voir cette révolution atterrir quelque part. Et c'est là qu'émerge le général Napoléon Bonaparte, qui, par le coup d'État du 18 Brumaire, donc c'est vraiment toute la fin de 1799, qui prend le pouvoir par la force et qui se donne deux missions immédiates, qui est celle de réunifier le pays, c'est-à-dire de créer de nouveau une France unie autour notamment d'un seul pouvoir et de faire la paix avec l'Europe, avec le reste du monde. Et il commence avec les États-Unis. Et quelque chose qu'on peut oublier, c'est que dans les années 1790, les États-Unis et la France sont en guerre, ou en tout cas, ils ne se sont pas déclarés la guerre. Mais donc, c'est un état de quasi-guerre qui ne se traduit pas par des opérations militaires, mais qui se traduit par des prises de navires. Donc, vous avez des corsaires français qui saisissent des navires américains pour l'État français et inversement, les Américains qui prennent des bateaux français en représailles. Donc, la paix est signée et Louis-André Pichon participe à ces négociations et c'est comme ça qu'il se fait repérer et qu'il est nommé commissaire général et ambassadeur. Donc, ils partent vers les États-Unis et à l'époque, partir vers les États-Unis, ce n'est pas une partie de plaisir, ce n'est pas juste embarquer dans un avion et arriver quelques heures plus tard. Vous voyez qu'ils vont mettre 50 jours à traverser l'Atlantique. Et non seulement ils vont mettre 50 jours, mais en plus, ces 50 jours pas tout à fait reposants du fait de la météo, évidemment. En décembre, dans l'Atlantique Nord, ce n'est pas le meilleur moment. Et puis, en plus, vous avez la France est encore en guerre contre l'Angleterre et ça s'exprime particulièrement sur la mer puisque les militaires, les marins anglais sont évidemment redoutables. Et donc, la crainte pendant tout le voyage, c'est de se faire attraper par une frégate anglaise. Alors, je vais vous lire quelques extraits et tout du long de la présentation, je vous lirai des extraits. C'est le premier que je vous lis. Il y en a à la fois la traversée et ensuite l'arrivée sur la côte américaine. Donc, c'est Émilie qui raconte ça à sa famille. Après 5 jours, un calme parfait succéda au mauvais temps. Le bâtiment pouvait à peine se mouvoir, il dura 6 jours. Le 5e, on cria du haut des mâts « navire ». On distingua bientôt une frégate anglaise qui nous chassa. Le calme devenait un sujet de vive inquiétude. La brise pouvait arriver par le sud, alors cette frégate venait promptement sur nous sans que nous puissions nous enfuir. On sonna branle-bas, les mèches furent allumées, les canons chargés, la pompe à incendie préparée, les officiers, les aspirants, parés comme un jour de fête, chacun à son poste. La clé de la cale préparée pour que nous puissions aussi aller à notre poste. Je m'occupais à coudre notre argent dans un mouchoir et à cacher dans la forme de mon chapeau les papiers les plus intéressants. Je respirais à peine. Pichon était pâle comme la mort, nous craignions de parler. Quelle situation était la nôtre? Le capitaine était fort inquiet. Ses soldats, pour la plupart, n'avaient pas encore navigué. Ils se tenaient à peine sur leurs pieds. Heureusement, un mât qui était moins bon que les autres avait cassé la première nuit et avait été remplacé sur le champ. Nous marchions donc mieux que l'autre bâtiment. Nous le perdîmes de vue à la fin du jour. Nous nous couchâmes tranquilles. Donc, vous voyez que ce n'est pas de tourpeau. Et en tout cas, ça les amène progressivement sur la côte américaine. Au bout de 43 ou 44 jours, nous vîmes la mer devenir bleue, ensuite verte. On sonda et on trouva le fond. Tout était à peu de choses près d'accord avec le point. Nous jugeâmes que nous étions près de terre et que nous devions y arriver dans la journée. Je tremblais de joie. Je ne pouvais remuer, ni parler, ni me réjouir. Tout à coup, un vent très violent s'éleva. La peur d'être jeté sur les côtes nous fit regagner le large et je revis avec effroi les flots noirs. Nous errâmes ainsi pendant 3 jours, bien tristes, mourant de froid malgré une blouse de laine dont bien heureusement je m'étais pourvu, des chaussettes de laine de Pichon, sa redingote. Oh, quelle tournure j'avais! Pour lui, il était vêtu d'une redingote, il avait des bas de laine, des souliers de matelot, un fichu rouge autour du col, un bonnet de conducteur de diligence, une chemise déchirée, un gilet râpé, dessous lequel en paraissait un autre de laine d'un blanc jaune et sale.
et une barbe. Ah, quelle barbe! Enfin, le 19 de ce mois, ne nous y attendant pas, nous entendîmes à 7 heures du matin crier terre. J'étais occupé de ma parure quand, levant la tête, j'aperçus par notre hublot un bois d'arbres verts. Je ne pus retenir mes larmes à la vue de la terre qui, grâce au dernier traité, allait nous donner asile après nous avoir tant détestés. Je me figurais la réception qu'on allait y faire à Pichon. Je songeais que c'était là que j'allais commencer à remplir les devoirs de femme. Je songeais que j'allais habiter longtemps une terre si éloignée de vous. Ah, du moins, me disais-je, s'il pouvait savoir que nous sommes enfin au terme de nos tribulations. Pichon, transporté de joie, ne pouvait concevoir ma froideur apparente. J'éprouvais tant de sensations que je n'en pouvais mettre aucune au jour. Donc voilà un petit extrait de cette traversée qui avait probablement rien d'exceptionnel, mais qui vous montre à quel point les pays sont finalement aussi très distants du fait de la difficulté du voyage. Alors ensuite, ils arrivent à Washington, au bout de leur périple, et alors Washington, et donc ils arrivent aux États-Unis, et donc si on passe à la page suivante, je vais vous décrire un peu ce qu'étaient les États-Unis à l'époque. Les États-Unis à l'époque, voilà, vous voyez la carte, donc on est au nord, bordé par le Canada, qui est anglais. Au sud, les États-Unis n'ont pas accès au golfe du Mexique. Hein, c'est coupé par la Floride, qui à l'époque était espagnole. Et vous voyez que les États-Unis, la limite ouest des États-Unis, c'est le Mississippi, à l'ouest duquel toute la zone à l'ouest, c'est l'Espagne. Vous voyez la Louisiane qui apparaît de façon grisée. La Louisiane, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la Louisiane est espagnole à ce moment-là. Et la Louisiane, elle est espagnole depuis 1760, puisque la France l'a perdue, après évidemment avoir été maître de la Louisiane pendant plus de 100 ans, à la guerre de 7 ans, qui a été une grande défaite française, et par les traités de fin de la guerre, en 1762, la Louisiane a été donnée à l'Espagne. Donc la seule présence que vous voyez de France, c'est Saint-Domingue, qui est au sud, que vous voyez ici, qui est une colonie sur laquelle on reviendra. Le pays est en immense expansion. La libération, on va dire, du statut colonial permet, et la paix permet aux États-Unis d'entamer leur grandeur. Jefferson est élu président au moment où nos époux arrivent, ce qui est très important. Hein, c'est un changement de direction politique quand Jefferson arrive, et notamment la grande particularité de Jefferson, c'est qu'il est francophile, alors que le président Adams était anglophile. Et Jefferson a vécu de longues années à Paris, ses filles ont été élevées à Paris, il parle français et il est très intéressé par la France. Donc pour Pichon, c'est un bon moment. Et puis un point important, c'est qu'à New York, simplement pour vous fixer un peu les idées, New York, c'est 60 000 habitants, c'est la grande ville des États-Unis, mais ça vous donne une idée que même comparativement à un pays européen, les États-Unis sont un pays en devenir. Ça reste quelque chose d'assez léger d'un point de vue infrastructure, et Washington est en construction. Vous allez voir dans la page d'après des représentations de Washington. Donc ça, c'est la vue de Washington en 1800. Donc on est assez loin de ce qu'on imagine aujourd'hui. Vous voyez grosso modo un bois dans lequel il y a quelques maisons qui sont construites. Si on peut passer à la page d'après, vous allez avoir une autre gravure, à peu près de la même époque, un peu plus stylisée, mais qui vous représente bien ce qu'était Washington à l'époque et ce qui peut-être continuer à marquer les esprits encore maintenant, puisque c'était un vrai marécage à l'époque et ça a gardé ce surnom-là. Alors, je vais vous décrire la façon dont Émilie nous raconte leur arrivée à Washington et leur découverte de Washington. Et elle écrit à sa sœur Louise. Elle lui dit « Nous habitons dans la ville fédérale. Tu te figures peut-être qu'il y a dans cette ville capitale des maisons, des rues, des voitures, un marché, des boutiques, des habitants. Il y a en effet des habitants, mais malheureusement, il n'y a guère de maisons. Point du tout de rue, point de marché, des boutiques vides, quelques tavernes. Pour les voitures, elles n'incommodent pas par leur bruit, les chemins étant semblables à ceux de la forêt de Montmorency. Figure-toi un bois immense, situé près d'une rivière si vaste que jusqu'à 50 lieues de son embouchure, des vaisseaux de 74 canons peuvent remonter. De l'autre côté de l'eau, on voit encore des bois dans lesquels on a bâti des petites habitations. Autour de ces habitations, on a brûlé des arbres et cultivé la terre, de sorte que beaucoup de champs sont encore remplis de troncs. Ensuite, imagine que du ciel, on a jeté sur ce bois une belle maison, une autre assez belle aussi, au moins par sa grandeur, quelques-unes en bois, d'autres en briques, et que tout cela s'est éparpillé en tombant.
tu auras une idée parfaitement exacte de la capitale des États-Unis. On a beau faire, on ne peut se persuader qu'en effet on soit dans une ville. Quand nous y entrâmes, nous croyions rêver. Je pense que figure n'a jamais été plus sotte que la mienne à cet aspect, si ce n'est celle de mon pauvre Pichon. Précisément ce jour-là, plusieurs personnes chassaient dans les rues. Je ne pus m'empêcher de rire, mais lui prit la chose tragiquement. Et ce désarroi complet des époux Pichon arrivant à Washington et découvrant que la construction n'est pas plus avancée que ça a dû marquer beaucoup la mémoire américaine. Il a probablement dû en parler un peu. Parce que quand vous lisez Profiles in Courage de John Fitzgerald Kennedy, il y a une petite, à l'entrée d'un des chapitres, il dit, c'est moi qui traduis, il décrit Washington en 1800. Washington n'était qu'un simple village, un village de campagne. La légende dit qu'un jeune envoyé français, donc André, observant les lieux à son arrivée, s'écria « Mon Dieu, qu'ai-je fait pour être condamné à résider dans cette ville ?» Donc, vous voyez, 150 ans plus tard, on se souvient de l'arrivée tragique, si on peut dire, d'Émilie et d'André à Washington. Alors, leur installation va se passer, évidemment, et la pauvre Émilie, si on peut passer à la page après, va avoir bien du mal à trouver son rythme parce qu'il s'installe à Georgetown, où évidemment, elle vit dans une société parisienne très active culturellement et elle n'y rencontre que des vieilles dames avec qui elle sympathise évidemment, elle apprend l'anglais, mais elle s'ennuie un peu. Elle finit par sympathiser avec Madame Madison, avec qui elles vont garder des liens d'ailleurs assez longtemps, y compris après son départ. Sa grande amie, ça sera Margaret Bayer-Smith, qui est une grande figure de Washington de ces années-là, qui a beaucoup écrit d'ailleurs. Vous pouvez trouver les lettres et les témoignages de Margaret Bayer-Smith où elle parle pas mal d'Émilie, qui sont très intéressants parce que très vivants sur cette période. Et vous voyez ici Gabriel Dupont de Nemours. Alors pour évidemment aux États-Unis, les Dupont de Nemours, c'est très important, à Washington en particulier. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Dupont de Nemours, ils arrivent exactement à cette période-là. Ils arrivent en famille, c'est le père et ses deux fils. Et Gabrielle, c'est donc la belle-fille de Pierre-Samuel Dupont de Nemours. Et ils habitent à New York. Et ce que Émilie regrette beaucoup parce qu'elle est très liée, elle la trouve très sympathique et elle a peu d'occasion de la voir parce que New York, c'est à au moins 3 jours de diligence. Enfin, c'est vraiment loin. Donc, une intégration plutôt difficile au début. Émilie voilà, s'intéresse évidemment à son environnement, est un peu surprise, mais surtout, elle va beaucoup s'enfermer dans une vie domestique entourée évidemment des personnes qui sont venues avec elle, et puis où elle va continuer à faire de la peinture, elle va lire, elle va faire de la musique, et elle n'aura une vie sociale quasiment complète que pendant les périodes de congrès, parce que le congrès se rassemble à Washington, mais seulement une fois par an. Hein. Donc, ça veut dire qu'elle voit beaucoup de monde pendant des périodes qui vont durer de quelques semaines à quelques mois et qui, au fur et à mesure de leur séjour, vont devenir de plus en plus intenses socialement. Alors, je vais vous lire 2 passages du livre de nouveau, 2 témoignages, et vous verrez que d'une part, dans sa vie domestique, elle développe une activité dont je ne sais pas si elle existe encore, mais en tout cas qui est assez originale. Et ensuite, on aura un petit témoignage de la manière dont se passaient les réceptions. Alors, dès leur arrivée à Georgetown en mars, Émilie et André se sont décidés de faire de leur jardin une petite exploitation agricole. Dès que nous aurons des écuries, nous aurons une vache, une truie et ses petits, et force poules et poulets. Pichon désire manger des œufs de ses poules, et quand il voit dans la ville des truies avec beaucoup de petits, ou des vaches avec leurs veaux, il me dit « il faut en avoir comme cela, nous les achèterons pleines, etc. » Et l'on me rit au nez quand je parle de la cabane de mes poulets, de l'achat nécessaire de paniers pour mettre leurs grains. Ma pauvre mère, où es-tu? Le poulailler devient une source constante de distraction. André se distrait des contrariétés que causent souvent les affaires, en causant avec sa femme ou en courant après des poules qui s'enfuient, des poulets à faire rentrer quand il vient de l'orage, etc. La basse-cour est le lieu de ses délices. La ménagerie d'Émilie prend progressivement de l'ampleur. Nos chevaux sont devenus excellents, sont plus beaux que jamais. Nous avons fait l'acquisition d'une vache et de son veau qui nous procurent beaucoup de plaisir, car Pichon aime beaucoup les animaux. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'activités dans cette résidence française et pas seulement des réceptions. À un autre moment,
Émilie nous dit: Notre maison va très bien. Ma basse-cour est augmentée de 4 pintades qu'on m'a données. Notre chien est de plus en plus aimable et fait les délices de son maître. Ils font ensemble des conversations qui me font mourir de rire. Dans le fait, c'est l'animal le plus obéissant, le plus affectueux que j'ai jamais vu. Il a tant d'intelligence qu'il paraît tout comprendre, au point que notre petite servante noire, qui l'aime beaucoup aussi, me demandait quelques jours pourquoi il ne parlait pas. Cette petite fille devient très gentille et m'amuse souvent par une foule de questions souvent très drôles sur notre pays, qui est, à ce qu'elle dit, une drôle de sorte de pays, puisqu'il n'y a ni noirs ni esclaves. Donc, le sujet d'ailleurs de l'esclavage est traité un tout petit peu dans les lettres, et plutôt avec mépris, puisque Émilie comme André sont évidemment très défavorables à cela. Un autre passage sur les réceptions du Congrès. Donc le Congrès de fin 1803, Émilie nous dit qu'elle est débordée. Des Français qui font visite le soir m'ont interrompu de nouveau. Du monde, des invitations à faire, des embarras de toute espèce. Des visites à faire m'ont empêché de reprendre hier. Je suis ici servante, nourrice d'âme. Nous sommes accablés de monde. Notre table est ouverte comme celle d'un ministre. Ce sont pour Pichon des présentations journelles à faire au président. Notre maison devient une auberge où rentrent des gens de toutes sortes. Nous sommes obligés d'avoir table ouverte, ce qui m'ennuie beaucoup. Washington est d'un brillant incroyable. C'est un vrai petit Paris depuis l'arrivée de Madame Mary, qui était l'épouse de l'ambassadeur d'Angleterre. Nous avons souvent des bals. Monsieur Baring vous dira que je danse tant que je peux, c'est-à-dire tout le temps que je reste au bal, et je me retire toujours avant de ressentir la moindre fatigue. J'ai remarqué que cet exercice m'est très salutaire. Mes occupations prennent tout mon temps. J'ai 18 personnes à dîner, 35 au thé, beaucoup de femmes. Je voulais écrire à ma mère, mais c'est impossible ce matin. Je vais m'habiller pour être prête de bonne heure parce que Pichon est très occupé et je suis obligée de recevoir ces hommes pour lui. Après-demain, 18 autres personnes, constamment des passants à dîner, obligés de tout faire. Donc, vous voyez que la vie de la réception pendant les périodes de congrès sont très intenses. Ça permet de créer des amitiés, mais parfois fugaces, puisque ces gens viennent et repartent quand le congrès s'arrête. Alors, on va passer à la vie, elle, d'André, qui est, avec son rôle principalement d'ambassadeur, et André, qui pensait quand même arriver dans un contexte assez favorable, notamment avec Washington, vous pouvez rester sur la page d'après, en fait, se retrouve dans une situation, dans un imbroglio assez complexe à gérer. Et notamment, l'élément perturbateur, c'est Saint-Domingue. Donc, Saint-Domingue, c'est la grande colonie française, d'une part, mais c'est la plus grande colonie en termes de richesse de l'époque. C'est-à-dire qu'elle produit, dans les années 1780, plus de richesses que toutes les colonies anglaises réunies. C'est 40% du commerce extérieur français provient de Saint-Domingue. Donc Saint-Domingue, vous voyez, c'est le tiers ouest de l'île d'Hispaniola. C'est San Domingo à l'est qui est espagnol. C'est des cultures intensives de sucre, de tabac, de coton, d'indigo, qui sont des produits de forte valeur et qui sont cultivés par des exploitations dont la main-d'œuvre est exclusivement esclave. C'est une population très élevée d'esclaves. Il y a 500 000 habitants à Saint-Domingue, dont 90% sont des esclaves noirs qui viennent d'Afrique par le commerce triangulaire. Alors, pendant la Révolution, d'une part, l'esclavage est aboli, donc le système s'effondre d'une certaine manière, en tout cas, et ce qui est une bonne nouvelle pour les esclaves, bien entendu, et la colonie s'émancipe. Elle s'émancipe pour deux raisons. La première, c'est qu'elle est parfaitement isolée de la métropole, qui est préoccupée par ses problèmes internes et qui, en plus, est coupée de sa colonie par les Anglais qui font barrage sur la mer. Et l'autre raison, c'est qu'il y a ce personnage de Toussaint Louverture qui émerge. Donc, Toussaint Louverture, c'est un général de l'armée française, qui est un général noir, qui est fils d'esclave, et qui progressivement prend le pouvoir, si on peut dire, enfin devient autonome, tout en respectant son attachement à la République française, mais devient une sorte de gouverneur à vie de Saint-Domingue, sans l'avis de Napoléon Bonaparte. Donc, pour Pichon, son rôle, c'est de reprendre la main sur Saint-Domingue. Il faut que l'État français reprenne la main sur sa colonie. Et l'autre point qui est important, c'est que Saint-Domingue a commencé des tractations diplomatiques avec les États-Unis, ce que statutairement, ils n'avaient absolument pas la possibilité de faire puisqu'ils étaient colonies. Alors,
Si on passe à la page d'après, vous verrez que à cette volonté de Toussaint Louverture de s'émanciper, il va s'opposer une autre volonté qui est celle de Napoléon. Napoléon, il avait l'intention de créer un empire français aux États-Unis, en Amérique du Nord. Et donc, qu'est-ce qu'il fait pour cela? Il agit, ce n'est pas juste une intention, il agit, et à l'issue de la victoire de Marengo, la France devient détentrice de la Toscane, et il envoie immédiatement des ambassadeurs à Madrid pour échanger la Toscane contre la Louisiane. Et donc, il fait ça de manière secrète. Donc, il y a des traités secrets, il y a 2 traités secrets qui sont négociés de façon complètement parallèle avec le traité de paix américain, et les Américains n'en savent strictement rien, et qui font que la France devient détentrice de la Louisiane. Donc, vous voyez que la configuration devient très différente pour nos amis américains, parce que là où ils étaient entourés des Espagnols, tout d'un coup, ils se retrouvent avec un voisin français qui n'a pas du tout, les mêmes volontés politiques. Et pour que le plan de Napoléon s'exécute, il faut qu'il reprenne la main sur Saint-Domingue, et donc il envoie ce qui s'appellera l'expédition Leclerc, du fait du nom du général qui dirige cette expédition. Il enverra une flotte, dont vous voyez la représentation en bas à droite, c'est le débarquement des troupes de Leclerc à Saint-Domingue, et va s'en suivre un conflit armé extrêmement violent. Encore aujourd'hui, c'est désarmant, enfin, c'est absolument horrible de voir les témoignages de tout ce qui a pu se passer à cette période-là. C'est vraiment d'une atrocité barbare. Et en tout cas, ça se produit, et vous en verrez le dénouement tout à l'heure. Si on peut passer à la page d'après, donc vous voyez que la situation géopolitiquement se complique beaucoup. Et donc, on a notre André Pichon qui se retrouve pris en étau entre, d'une part, donc ses interlocuteurs locaux, Jefferson, bien sûr, et puis Madison, qui est secrétaire d'État à l'époque, et Talleyrand, qui est son interlocuteur en France, ministre des Affaires étrangères. Et ce qu'il faut avoir en tête, ce qui paraît un peu étonnant, étant donné l'urgence de cette situation, c'est que les courriers mettent plusieurs mois parfois à arriver à Paris. Et donc, quand vous posez une question, vous avez la réponse 3, 4, parfois 6 mois après. Donc, ça veut dire que vous êtes très autonome. Quand les situations de crise arrivent, il faut prendre un certain nombre d'initiatives. Et je vais vous lire un passage du livre qui parle de justement un peu cette partie-là et de la tension qui s'est installée dans cette période. La rumeur de la cession de la Louisiane arrive aux États-Unis par des canaux multiples. En juillet 1801, dès qu'André rentre de son long séjour à New York, Madison l'interroge. « J'ai eu l'occasion de sonder M. Pichon, témoigne Madison, sur le sujet de la Louisiane. Il dit qu'il ne sait rien d'un arrangement réel entre la France et l'Espagne pour la céder à la première, mais il ne la considère pas improbable. Il avoue être lui-même promoteur d'une telle acquisition pour la France, d'un intérêt considérable et parfaitement cohérente avec les relations les plus amicales avec les États-Unis. La conversation avec lui confirme ma double conviction quant à la réalité de la cession et de la politique conciliante qui lui sera attachée. » André, de son côté, écrit à Talleyrand après cette entrevue. « Monsieur Madison, à son tour, m'interpella d'une manière très inattendue sur un objet d'une autre importance, sur le bruit de la rétrocession de la Louisiane qui prend chaque jour de plus en plus de consistance. J'ai dit à M. Madison que j'ignorais complètement ce qu'il y avait de réel dans le bruit dont il me parlait, et qui se répandait en effet par plusieurs voies. Vous noterez, citoyen ministre, que des lettres de France arrivées par le Franklin annoncent que le gouverneur de la Louisiane est déjà nommé. J'argumentais à M. Madison. Supposons que le bruit fût fondé, les États-Unis ne pouvaient en prendre ombrage. Songerait-il à franchir le Mississippi? M. Madison n'a pas fait difficulté de regarder cette idée comme une chimère. Cette conversation est, comme vous le voyez, devenue trop catégorique. Les circonstances étaient trop pressantes pour que je puisse demeurer passive. Je désire bien ardemment que vous approuviez les observations que je me suis permises. La tension va monter progressivement. Et en novembre, un pamphlet américain va appeler l'intervention de l'armée américaine en Louisiane pour empêcher l'arrivée des Français. Donc, André interroge Jefferson. « J'ai vu hier soir le président qui m'a lui-même parlé de ce pamphlet comme d'une sottise, qui ne méritait aucune attention, ajoutant que les États-Unis posséderaient la Louisiane par la force des choses. » En janvier 1802, Jefferson devient plus direct. André témoigne. J'ai eu il y a quelques jours avec M. Jefferson une longue conversation où il a été question de la Louisiane et des relations de commerce alliées avec les deux nations. La prise de possession de la Louisiane lui paraît toujours de notre pays une grande faute politique.
et qui doit produire la première guerre d'Europe, une rupture entre nous et les États-Unis, et amener ceux-ci et l'Angleterre à une alliance. Nous n'y resterons, dit-il, qu'autant qu'il plaira aux États-Unis. Il ne pense pas que la chose vaille une guerre, mais ce sera un événement qu'on ne pourra pas empêcher. Et Jefferson va confirmer ce point de vue à l'ambassadeur des États-Unis en France, qui s'appelle Livingston. Il n'y a sur le globe qu'un seul point dont le possesseur soit notre ennemi naturel et habituel, c'est la Nouvelle-Orléans, à travers laquelle la production des 3/8 de notre territoire accède au marché. En se plaçant dans cette porte, la France se met dans une position de provocation vis-à-vis de nous. L'Espagne aurait pu la garder tranquillement pendant des années. Son humeur pacifique, son état de faiblesse l'aurait amené à augmenter notre installation là-bas. Cela ne pourra jamais être ainsi dans les mains de la France. L'impétuosité de son tempérament, l'énergie et l'agitation de son caractère, placés dans un point de friction éternelle avec nous, rendent impossible que la France et les États-Unis continuent à rester bons amis. Le jour où la France prend possession de la Nouvelle-Orléans, nous devons nous marier à la flotte et à la nation britannique. Et donc tout ça appelle la guerre, hein. C'est vraiment très précis, c'est-à-dire que ce qui est en train de se préparer, c'est une guerre entre les États-Unis et la France qui paraît invraisemblable. Enfin, quand on revoit le fil de nos histoires respectives, ça paraît étonnant, mais la situation est, comme vous le voyez, extrêmement tendue et le pauvre André Pichon devra composer avec tout ça et plus la catastrophe de Saint-Domingue, qui, comme je vous l'ai dit, est d'une horreur totale. Alors, tout ça va se résoudre d'une certaine manière par Saint-Domingue, si on peut passer à la page d'après, puisque ce qui se passe, c'est que les anciens esclaves de Saint-Domingue vont combattre et vaincre les armées napoléoniennes. Ils sont évidemment effrayés et donc se battent jusqu'à la mort pour éviter le retour de l'esclavage dont ils ont été libérés. Et puis d'autre part, il y a une épidémie de fièvre jaune absolument terrible qui fait que toutes les populations blanches sont très affaiblies et meurent en très grande quantité. Il y a à peu près 7 personnes sur 8, enfin c'est de l'ordre de 80% des gens qui attrapent la fièvre jaune ces années-là qui meurent. Donc vous imaginez que ce soit des civils ou des militaires, l'hécatombe que ça peut donner. Il y a à peu près 150 000 morts pendant cette guerre, autant civils que militaires. Cette guerre d'indépendance d'Haïti, c'est assez difficile de compter, mais visiblement c'est de l'ordre de 150 000. Napoléon comprend que tout ça ne va nulle part, qu'il est incapable de défendre la Louisiane contre d'éventuelles, notamment agressions anglaises. Et donc, aux ambassadeurs américains qui se présentaient à Paris pour acheter la Louisiane, il leur dit en fait, je vous vends tout, je vous vends la Louisiane, prenez tout. Et donc, de la même manière, ils avaient un mandat pour la Nouvelle-Orléans qui était assez large, et de la même manière, ils ne peuvent pas attendre d'instructions de Jefferson pour savoir ce qu'ils doivent faire. Donc, ils disent, OK, allons-y, et de toute façon, tout ça doit être ratifié par nos représentants, et donc, ils décident de signer ce traité qui sera effectivement ratifié pour une somme de mémoire, 80 millions de francs, et le territoire est passé dans les mains des États-Unis. Et donc, vous voyez la carte à l'issue de cette période où, d'une part, Saint-Domingue devient Haïti, c'est-à-dire une république indépendante, donc qui crée des efforts de ces anciens esclaves noirs pour devenir indépendants. Et vous voyez la carte des États-Unis qui s'étend extraordinairement vers l'ouest et qui commence à ressembler beaucoup plus à ce que seront plus tard les limites définitives du pays. Donc voilà, donc c'est un coup de théâtre. La France n'aura été, dans cette période-là, propriétaire de la Louisiane que quelques semaines. C'est qu'ils ont juste le temps de venir, de récupérer les clés, si on peut dire, et de les donner aux États-Unis. Ça prend très peu de temps, parce qu'entre les traités, en fait, personne n'ira à la Nouvelle-Orléans avant une période très tardive. Il y avait une expédition militaire qui est restée bloquée dans les glaces et qui n'a pas réussi à rejoindre les États-Unis à temps. Voilà pour cette partie-là. Et donc, on va avoir un dernier épisode sur la page suivante qui va ponctuer en fait vraiment la dernière partie de leur séjour, qui est un épisode assez cocasse, qui a un côté un peu farce, qui est très amusant et qui est relaté avec beaucoup d'humour, notamment par Émilie, qui décrit ça avec beaucoup d'entrain. Et donc, c'est l'histoire de Jérôme Bonaparte. Donc, Jérôme Bonaparte, c'est le petit frère, le dernier de la fratrie Bonaparte. Il est tout jeune, il a 19 ans. C'est un officier de marine, vous le voyez là sur son bateau. Il avait été envoyé à Saint-Domingue avec son beau-frère, le général Leclerc.
Et il est particulièrement indiscipliné. Donc, il fait strictement que ce dont il a envie. Et donc, il ne respecte absolument pas les ordres qu'on lui donne et il décide d'aller aux États-Unis pour prendre du bon temps parce qu'il est très amusé de découvrir ce pays. Donc, il débarque à Washington. Son premier réflexe, c'est d'aller voir l'ambassadeur et de dire j'ai besoin d'argent, donc merci de financer mon séjour. Donc, évidemment, Pichon est assez embêté parce qu'il sait bien que c'est loin d'être un citoyen ordinaire, même si sur le papier il l'est. Et il commence toutes sortes d'aventures et notamment, il finit par rencontrer la belle Elizabeth Patterson, dont vous avez le portrait à droite, qui habite à Baltimore, qui est la fille d'un homme très riche de Baltimore. Et il en tombe éperdument amoureux et il décide de se marier. Et en fait, il se marie vraiment. Donc, il se marie avec Elizabeth Patterson. Il se marie dans la cathédrale de Baltimore. Leur mariage est béni par l'évêque. Et donc, Elizabeth Patterson devient Madame Bonaparte. Et donc, tout ça a évidemment un parfum de scandale absolu. La jeune fille est très belle, mais elle est aussi très scandaleuse. Elle effraie la bonne société de Washington avec des tenues. Elles ont l'impression qu'elle est toute nue dans les réceptions, donc ça les embarrasse beaucoup. Elle est un peu sotte, d'après ce que dit Émilie. Enfin, c'est vraiment pas glorieux. Et en revanche, ce qui se passe, c'est que Jérôme n'est pas majeur, parce que dans le Code civil, il fallait avoir 21 ans pour se marier. Et donc, il ne pouvait pas se marier sans l'accord de sa mère. Et ce qu'il veut bien, évidemment, éviter de faire. Et donc, ça va beaucoup, beaucoup tendre les relations entre Napoléon et le pape, parce que Napoléon ne veut surtout pas que Jérôme se marie avec Elisabeth Patterson. Il lui destine une princesse allemande. Et donc, il n'aura de cesse avec le pape que de faire annuler ce mariage, ce que le pape ne voudra pas faire. Et donc, Jérôme se retrouvera bigame, puisqu'il se mariera 2 fois à l'église, une fois avec Elisabeth Patterson et une fois avec son épouse allemande. Voilà, c'est un peu tragique la fin d'Elisabeth Patterson, puisqu'elle aura un enfant de Jérôme. Ils partiront tous les deux. Ils sont persuadés que Napoléon les pardonnera et qu'il les accueillera. Mais en réalité, il les rejettera. Il acceptera Jérôme, mais Elisabeth ne pourra pas débarquer. Elle va devoir partir en Angleterre, puis aux États-Unis, rentrer avec son fils, qu'elle élèvera toute seule. Et donc, vous avez toute une branche de Bonaparte américaine qui sont des descendants de Jérôme et qui viennent de cette période-là. Voilà, et pour nos 2 époux, et ça sera la dernière page, il va y avoir le moment du rappel. Alors, ce qui est un épisode assez étonnant, vous avez ce personnage à gauche qui est un personnage assez trouble, qui est un poète de formation, qui est embarqué dans l'expédition de Saint-Domingue comme secrétaire et qui en réalité est un espion, qui est accueilli. Il se trouve qu'ils se connaissent, Pichon et lui se connaissent. Il est accueilli à la résidence. André Pichon se confie à lui en lui disant tout son effroi et tout son dégoût de la politique napoléonienne. Il n'est clairement pas pro-Napoléon, Pichon. Et notamment, c'est juste après l'exécution du duc d'Enghien. Donc, c'est le grand moment où tous les modérés français se braquent contre Napoléon et considèrent que c'est un tyran, parce qu'il exécute une personne de manière totalement arbitraire et qui en plus symbolise l'ancien régime avec lequel il était censé s'être réconcilié. Donc, André se confie à Esménard et Esménard le trahit puisqu'il le dénonce en France. Et donc, Pichon est rappelé par Napoléon pour des prétextes un peu futiles, mais en tout cas, est rappelé. Et donc, il doit rentrer avec Émilie pour la France. Ça prend beaucoup de temps, leur départ. Il n'y a toujours pas d'ambassadeur. Et c'est le général Turreau, qui était une personne de triste mémoire. C'est lui qui dirigeait les colonnes infernales de Vendée, qui prendra la suite d'André Pichon à Washington. Et Émilie est enceinte. La traversée se passe pas tellement mieux que dans l'autre sens et elle l'accouchera à bord quelques jours avant l'arrivée. Ce que je vous laisse imaginer le moment absolument effroyable que ça devait être. Et donc, ils arrivent à Paris et ils sont tous les deux assez épuisés de leur voyage. Et il y a des témoignages familiaux de cette période-là qui racontent à quel point ils ont du mal à les reconnaître physiquement, tellement ils reviennent épuisés de leurs quelques années passées aux États-Unis, dont vous avez eu un éclairage assez rapide. Et voilà la fin de mon exposé. Alors,
Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous êtes parmi nous? Est-ce que vous Oui, voulez, oui, tout à fait, je suis parmi vous. Merci beaucoup. est-ce que vous voulez témoigner de ce que toutes ces aventures de votre prédécesseur vous évoquent et quels liens éventuels vous pouvez faire avec votre propre expérience, que ce soit celle d'un ambassadeur ou dans les relations qui existent entre la France et les États-Unis? Qu'est-ce que tout cela peut avoir comme point à la fois de liens communs ou au contraire de grandes différences? Eh bien, il y a les deux. Mais d'abord, je voulais vous remercier beaucoup. J'ai sous les yeux la lettre que vous m'avez adressée le 7 mars 2020. 7 mars 2020, c'était 4 jours avant l'arrêt des voyages. C'est Et ça. grâce à vous et au livre que nous avons reçu et que nous avons lu, ma femme et moi, nous avons fait une lecture merveilleuse. Nous avons échangé depuis et je remercie beaucoup l'Alliance française de Washington d'organiser cette présentation. Ce livre, évidemment, pour nous, ma femme et moi, évoque énormément de choses. D'ailleurs, nous avons dans la résidence de France, au rez-de-chaussée, dans les salons de réception, les copies des bustes que vous nous avez montrés tout à l'heure des frères et sœurs aînés de la petite ambassadrice de Émilie. Et ça nous rappelle leur petite sœur et mon prédécesseur. Alors évidemment, ils étaient plus jeunes que nous. D'ailleurs, c'était à l'époque assez, assez fréquent, puisque les représentants de la Révolution qui eux, ont servi à Philadelphie, qui était la capitale entre 1790 et 1800, étaient des trentenaires également. Quand j'ai été rappelé pour consultation, d'ailleurs, dans l'affaire des sous-marins, j'ai pu dire qu'il y a eu un ambassadeur qui avait été rappelé tout court, et qui n'y est pas allé d'ailleurs parce qu'il aurait été guillotiné. C'était celui qui est du nom de Gachet, qui représentait la Convention. Donc c'était une époque d'aventure. Comme vous l'avez dit, c'était aussi l'arrivée des Dupont de Nemours. Nous avons été voir aussi les témoignages de cette extraordinaire aventure de la famille Dupont de Nemours dans le Delaware. Mais pour revenir à André et Émilie, c'est en nous promenant dans Georgetown qu'on pense souvent à eux. Et on aimerait bien, d'ailleurs, on vous avait écrit là-dessus, peut-être avec l'aide de l'Alliance française, retrouver leur maison au singulier, au pluriel, et avoir enfin si elles existent toujours, mais j'ai l'impression que ce n'est pas le cas, un genre de Parcours. de souvenir, oui, de l'arrivée du premier représentant de la France à Washington. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Voilà, donc la vie à Washington à l'époque, la ville de Washington était très différente de ce que c'est aujourd'hui, mais finalement, il y a des points communs. D'abord, il y a des points communs dans le travail diplomatique, avec cette relation très particulière entre la France et les États-Unis, comme on l'a vu récemment. Aujourd'hui encore, notre relation très profonde n'est pas exempte de crise. Et puis, dans la vie diplomatique aussi, dans ce que vous avez décrit de la tâche d'André Pichon, même si aujourd'hui, je ne sais pas s'il faut s'en féliciter ou pas, je n'attends pas des mois avant d'avoir mes instructions, ça me donne moins de liberté, mais c'est peut-être plus rationnel. On a un peu les mêmes, le métier diplomatique est toujours fondamentalement le même. Et dans la vie sociale à Washington, évidemment, Washington reste quand même une ville très particulière. Ce n'est plus la bourgade émergente des marécages de l'époque, mais c'est une ville qui est toujours marquée par son identité de capitale fédérale. Et comme vous le décriviez très bien, d'ailleurs, les sessions du Congrès sont toujours des sessions de grande activité, pour nous notamment, et de grande réception. Sauf qu'elles n'ont plus un rythme d'une session par an, mais de 2 à 3 semaines par mois. Voilà, donc beaucoup de points communs finalement, malgré tout, et quelques grosses différences. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Est-ce qu'il y a des questions
Oui, il y a deux personnes en fait qui posent une question que Monsieur l'ambassadeur vient de soulever. Ça serait la recherche de la maison et nous en parlions tout à l'heure. Oui, Donc, il y a deux personnes qui aimeraient savoir, et de John Viking et ainsi que Sabrina Huffman-Cohen, est-ce que la maison à Georgetown existe toujours? Est-ce qu'on connaît leur adresse? Donc, je vais vous laisser y répondre parce que Monsieur l'ambassadeur l'a brièvement oui. mentionné. Bah, Je vais vous laisser y écoutez, répondre plus en détail. ce que je vous propose, c'est que tout le monde parte à sa recherche. Non, nous ne savons pas. Nous ne savons pas. On sait juste qu'ils étaient à Georgetown. On a le nom de du propriétaire de la maison qu'ils louent. Et donc, je pense que c'est, à mon avis, facile à retrouver. En cherchant dans les cadastres, probablement, on saurait retrouver, et notamment retrouver si cette maison existe encore. Et il y a eu 3 maisons différentes. Vraiment la toute première, avec laquelle visiblement ils ont eu des difficultés avec le propriétaire. Ils en trouvent une autre qui est un peu moins facile à situer, il y a moins d'indications. Et ensuite, ils vont dans un endroit qui s'appelle de mémoire de Seven Houses, que si vous cherchez, vous devriez trouver ça. C'était des maisons mitoyennes qui sont côte à côte, qui sont maintenant entourées d'immeubles modernes. Je crois qu'il en reste 3 sur les 7. Et c'est là qu'ils ont passé la dernière année. La dernière année était, alors je suis passé un peu vite là-dessus, mais c'est une année assez triste à la fois parce que les circonstances politiques étaient lourdes, c'était la période du rappel, et Louis et André et Émilie ont eu un petit garçon qui s'appelle Louis, qui meurt aux États-Unis, qui attrape le choléra, qui était à l'époque endémique à Washington, et le petit garçon meurt alors qu'il a 1 an. Et ça a été absolument dévastant pour eux. Et ils n'ont qu'une envie, c'est de rentrer en France. Et donc, ce dernier séjour n'était pas du tout un séjour heureux dans les Seven Houses. Et donc, ils avaient loué ça faute de mieux. Enfin, ils avaient un peu perdu, en tout cas, la flamme du début. Mais donc, 3 résidences, dont une, je pense, est localisable, mais ça reste à faire. En tout cas, je vois dans l'assistance notre cher ami et étudiant et membre Skip Mosky, qui est aussi un historien et qui a beaucoup écrit sur Anderson House. Et on espère un jour avoir un événement avec lui ici à l'Alliance française. Et peut-être qu'il faut brancher Skip. On va en Mais oui. reparler, Skip, vous et moi, pour essayer de retrouver ces maisons. Ça serait vraiment une très bonne idée. Quelqu'un d'autre, Mélanie a évoqué, j'ai répondu dans le chat que oui, effectivement, Dolly Madison et Émilie se connaissaient. Et donc, Mélanie propose que vous reveniez à l'Alliance française et que vous fassiez une présentation sur l'amitié entre Dolly Madison et Émilie. Avec Voilà. grand plaisir. Voilà. Et puis, nous avons aussi Charles Brown, qui est, je vais vous lire son commentaire, qui est très intéressant. Je suis content de voir que l'auteur montre le lien entre la victoire des Noirs en Haïti et la vente de la Louisiane aux États-Unis. Les historiens omettent ce fait important, Très souvent. sans doute pour prévenir de donner le crédit aux Noirs sur la manière dont les États-Unis ont agrandi. Et donc, si vous avez plus de faits sur cet épisode, etc., lui, Monsieur Brown serait intéressé de les apprendre. Donc, vous avez déjà au moins 2 présentations que vous pouvez venir refaire à l'Alliance française dans les prochains mois. Simplement pour une petite parenthèse sur la partie d'Haïti, ce qui est incroyable dans l'histoire napoléonienne, c'est à quel point Napoléon maîtrisait la communication et la mémoire de ce qu'il a fait. Et on oublie que l'expédition d'Égypte a été un fiasco total. On ne parle plus de l'expédition Leclerc qui a été vraiment un fiasco de nouveau, mais cette fois plutôt dans le bon sens, puisque ça a permis à Haïti d'émerger. Et en fait, l'histoire de France est encore très ancrée dans le récit officiel qu'en faisait Napoléon. Et on a oublié cette expédition Leclerc, on a oublié et on parle de la Louisiane de manière totalement indépendante. Je suis d'accord que c'est assez troublant de ne pas faire le lien alors que ce lien est absolument dominant. Oui, et Toussaint Louverture, il ne faut pas l'oublier, est mort dans ce qu'on appelle la petite Moscou en France, dans la région la plus froide de France, la petite Russie, où il est mort puisqu'il a été emprisonné par Napoléon et il est mort là-bas en prison. Hein. Et si vous avez l'occasion, il y a une très belle statue je crois qu'elle a dû revenir, de Toussaint Louverture au National Museum of African Art. Si jamais vous venez à Washington, Monsieur Delombre, on se fera un plaisir de vous amener voir cette statue. Alors, il y a 2 autres questions. Béatrice demande: comment l'expérience de votre ancêtre ambassadeur a-t-elle influencé les générations suivantes de la famille? Donc, ça, c'est une question de Béatrice. Ah, ça, c'est très amusant parce que vous verrez, si vous lisez le livre, à la toute fin, c'est presque mon passage préféré. Il y a une lettre d'Émilie à Margaret Bayer Smith
30 ans après, hein, c'est-à-dire elle a ses 2 fils qui sont grandis, elle a 2 fils et une fille, et elle dit oh, « C'est horrible, vous vous rendez compte, mes enfants, ils n'ont qu'une envie, c'est de partir à l'étranger. Il y en a un qui veut partir, qui veut partir à Haïti. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ayez des fils, c'est pas possible, ils n'ont qu'une envie, c'est d'abandonner leur mère. » Et on se dit « Mais comment peut-elle ?» Alors qu'à 20 ans, elle avait décidé de lâcher toute sa famille, ne pas comprendre que ses propres enfants puissent avoir été gagnés par la même envie de découverte. Donc c'est très touchant. En tout cas, ils ont continué, le fils aîné a continué dans une carrière diplomatique moins brillante que celle de son père. Et ils ont continué, en fait, toute cette famille a continué cet exercice très particulier pendant plusieurs générations de gravité, à la fois dans un monde très politique, très scientifique et très artistique. Et ça caractérise, en fait, à partir de cette famille Brognard, toutes les générations suivantes, pendant au moins 2 ou 3 générations. Et la fille d'Émilie et d'André était mariée avec un chimiste de renom. Donc, ils ont continué comme ça on va dire, cette culture familiale. Et c'était autant dans on va dire, dans les missions ambassadeurs, donc diplomatie et politique, que dans la partie artistique et scientifique. Nous avons une question d'Annie, Annie Seiss, qui est une vice-présidente de l'Alliance française de Washington. Qu'est-il arrivé à André et Émilie après leur retour en France puisqu'ils étaient encore jeunes et combien d'années au total sont-ils restés à Washington? Alors, ils sont restés 5 ans, précisément. Ils sont arrivés début 1801, ils sont partis en 1805. Ils ont, en rentrant, ça a été un peu... En fait, c'est très particulier ce qui s'est passé au retour. André était mis dans un placard, tout simplement. Il a demandé à être jugé de son action aux États-Unis, ce qui était très particulier, ce qui était aussi un acte assez rebelle, en disant « je demande une explication sur cette mise au placard ». Et en fait, en faisant ça, il montrait de façon trop formelle qu'il s'opposait à Napoléon et il a été destitué. Donc, il a été destitué de sa fonction, de la fonction publique. Il est devenu avocat consultant et de façon assez inattendue, il est devenu, Jérôme Bonaparte étant rentré, devenu roi de Westphalie, qui était un petit royaume autour de Cassel en Allemagne, et il a rejoint Jérôme comme conseiller d'État. Alors, ce qui est très particulier, parce qu'on ne peut pas dire qu'ils s'entendaient très bien, mais il a fait comme beaucoup d'opposants à Napoléon, c'est quelques autres, en tout cas, se sont réfugiés auprès de Jérôme, qui était un peu à part dans la fratrie Bonaparte. Et donc, il est devenu conseiller d'État à Cassel, qui était tout sauf Washington, hein, c'est-à-dire là pour vraiment une petite ville et pas beaucoup d'enjeux politiques, et une cour extrêmement dissolue. Donc, ça ne leur a pas beaucoup plu. Et ensuite, ils sont rentrés à Paris et lui a continué sa carrière de diplomate jusqu'à pendant l'Empire, puis ensuite, pardon, pas pendant l'Empire, sous la Restauration, et après avec Louis-Philippe. Il a été gouverneur d'Algérie dans sa dernière période. Et plus simplement pour l'anecdote aussi, quand il rentre à Paris et que lui est donc destitué, il décide d'acheter une ferme. Et donc, Émilie passe la moitié de ses semaines à Paris à faire la dame parisienne et la moitié de sa vie à la ferme, à s'occuper de ses vaches et de ses... Voilà, donc l'élevage de Washington a donné après une inspiration pour la suite. Alors moi, j'ai beaucoup aimé quand vous avez lu l'extrait de la description qu'Émilie a écrit sur la description de Washington, parce que ça m'a rappelé en fait les lettres persanes où je crois que c'est Ricard qui arrive à Paris et qui décrit les embarras de Paris, et donc on peut comparer presque le style, même le style, elle a ce style très qui est vraiment la marque de la langue française, ce qu'il y a de mieux dans la langue française à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe, ce côté très spirituel, on dirait en anglais très witty, qu'elle a, et quand je vous écoutais, j'avais vraiment l'impression de relire les lettres persanes écrites par Émilie, mais décrivant Washington au lieu de Paris. Ouais. Et il y a une maîtrise de la langue et on a du mal à croire qu'elle a 21 ans. C'est très étonnant. C'est vraiment... mais tous ces gens écrivent admirablement bien. Les courriers de la mère sont incroyables. Sa rédaction, sa traversée, parce qu'elle vient les voir à Washington, Madame Brognard, et c'est extraordinaire. Donc, c'est vraiment des gens qui maîtrisaient le français et qui rendaient admirablement les caractères, les atmosphères, qui décrivent des paysages. C'est étonnant.
Moi, je vous encourage tout le monde à acheter le livre et à le lire. Je sais que Mélanie vient de mettre dans le chat qu'elle a du coup acheté le livre grâce au lien. Vous trouverez le lien, Natacha a mis le lien si vous souhaitez acheter le livre. Il est à Bonjour Books d'ici, qui est la petite librairie francophone que nous avons, qui est à Kensington, Maryland, avec Jennifer Fulton. Donc, vous pouvez le trouver là-bas. Vous pouvez le commander aussi directement. Voilà, Natacha vient de le remettre, le lien dans le chat. Donc, vous pouvez trouver ce livre facilement sur DC, sans problème. Il est disponible sous format électronique aussi, si vous êtes équipé. Ouais, donc aussi sur le format électronique pour ceux qui ont un Kindle. Mais bon, je pense que ça sera un livre. Est-ce que vous avez des illustrations dans le livre ou non? Oui, il y a les portraits notamment, et puis les différentes images que vous pouvez retrouver. Alors, on ne va pas voir ça bien, mais il y a des illustrations dont certaines ont été présentées. Puis il y a ce tableau merveilleux, je trouve, de Riesner, où on voit Émilie avec sa cousine. Oui, donc il vaut mieux effectivement avoir la version papier que la version Kindle. En tout cas, maintenant que la prochaine fois que j'aurai la chance d'aller à la résidence, je regarderai d'un autre œil les deux petits bustes qui se trouvent d'ailleurs à la résidence, et comme je vous le disais hier, et je m'étais toujours demandé de qui il s'agissait. Donc, monsieur l'ambassadeur, peut-être vous pouvez nous en parler un petit peu. Mais maintenant, je suis contente de savoir de qui il s'agit. Voilà, ils sont dans le Salon Empire. Et vous les avez reconnus. Je ne savais pas qu'ils étaient à la Galerie nationale de Washington. Mais ils nous rappellent le livre de Luc Delambre, celui que Edmé. Ces deux bustes ont été énormément reproduits. Les originaux en terre cuite sont au Louvre. Et c'est vraiment des chefs-d'œuvre de représentation enfantine. Dont avait un talent extraordinaire de présenter le naturel, et le visage de Louise notamment est vraiment très, 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 très beau. Catherine vient de dire qu'elle vous remercie beaucoup pour la conférence magnifique. Mélanie, donc, j'ai dit elle a acheté, mais Catherine aussi a acheté le livre maintenant. Donc voilà, vous avez convaincu deux personnes au moins déjà à lire le livre, et tout le monde semble à l'air content. C'est tout le monde, et à la semaine prochaine probablement. Voilà. Au revoir. Au revoir. Merci encore.